Deldic. Bonjour, ravi de vous retrouver. Ce dimanche, nous allons parler d'un philosophe espagnol longtemps inconnu en France, mais dont les œuvres commencent à être publiées dans notre langue. Que les éditions Les Belles Lettres soient d'ailleurs remerciées de le sortir de l'ombre, car il a beaucoup à nous apporter. Ce philosophe du XXe siècle s'appelle José Ortega y Gasset, le penseur qui estimait que la réflexion doit aider à changer les choses. Notre devoir est de travailler au problème du temps, disait-il. Dans l'univers de la pensée, son nom est associé à un ouvrage, La Révolte des masses, mais il est l'auteur de bien d'autres livres, dont Le thème de notre temps, autant d'œuvres dont nous allons parler dans ce numéro d'idées grâce à David Uzal, notre invité spécialiste de ce philosophe. Dans La Révolte des masses, José Ortega y Gasset a créé le concept d'homme-masse. L'homme, écrit-il, vidé de sa propre histoire, sans entrailles de passé, c'est une carapace d'homme, il lui manque un dedans, un moi irrévocable. Et dans le thème de notre temps, il note ceci: la raison pure ne saurait supplanter la vie. Il faut nous attarder sur ces deux affirmations cette semaine, et voici donc un nouveau numéro d'idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde pour mieux comprendre notre présent, un magazine que vous pouvez retrouver sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio, www.rfi.fr, et sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour David Uzal. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes chercheur spécialiste d'Ortega y Gasset, donc auquel vous consacrez votre thèse de doctorat. En ce moment, vous êtes un spécialiste de sciences politiques et vous êtes traducteur également. Et vous avez d'ailleurs préfacé Le thème de notre temps qui vient de sortir aux éditions Les Belles Lettres. Et vous avez également publié chez Alia, cette fois, Méditation sur la technique dont nous allons parler évidemment. Votre signe particulier, David Uzal, c'est votre passion pour Ortega y Gasset. Oui, j'ai une passion. Vous savez, je suis comme jeune franco-espagnol, je suis binational, j'ai fait une partie de mes études en Espagne, et je regardais Ortega y Gasset avec un certain dédain. Je considérais qu'en Espagne, il pouvait y avoir des peintres, des écrivains, éventuellement des musiciens, mais la philosophie, ça appartenait pas à l'Espagne. Et ce dédain d'adolescent, je l'ai perdu, évidemment. Par contre, je l'ai retrouvé d'une certaine manière en France où je pense que l'une des raisons de l'absence d'Ortega y Gasset se trouve dans cette même attitude d'adolescent que j'avais, c'est-à-dire non, d'Espagne ne peuvent venir, on peut avoir Picasso, on peut avoir tout un tas de choses, mais la philosophie, non. Alors je pense que c'est l'une des raisons parmi plusieurs qui fait que ce philosophe absolument... c'est un très très grand philosophe, Ortega y Gasset, qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas. Après tout ça, ce sont des questions. Évidemment, tout le monde ne va pas adhérer à sa philosophie, mais il est indéniable et personne ne peut contester que c'est l'un des grands philosophes du siècle. Lui-même se considérait comme le grand philosophe du siècle, et pourtant, il n'est pas considéré comme quelqu'un de particulièrement mythomane. Et il considérait qu'il y avait un grand philosophe. Avec lui, c'était Heidegger. Donc ça peut nous faire un peu rigoler, vu depuis la France, ce monsieur, ce dandy, un peu cet hidalgo, qui tout d'un coup, c'est assez présomptueux de sa part de se dire, ouais, mais comment il se prend pour le grand philosophe du siècle? Pas tout à fait le même personnage qu'Heidegger, c'est non, mais non, et puis Ortega a beaucoup souffert du fait que l'on ait attribué à Heidegger tout un tas de choses, dont lui revendiquait. La paternité. La paternité, oui. Alors, il faut donner un repère, David, tout de suite. Ortega y Gasset, 1883, donc fin du 19e siècle, c'est sa naissance, est mort en 1955. Son œuvre est une œuvre du 20e siècle. Son œuvre, je dirais, est une œuvre du 21e siècle. Oui. Mais bon, c'est une œuvre du 20e siècle. C'est un penseur qui a anticipé énormément de choses. D'ailleurs, vous avez mentionné la technique, c'est un peu ma spécialité parce que la thèse que je fais, je finis 2 thèses et l'une d'entre elles, c'est sur la technique justement chez Ortega y Gasset. Et il est considéré par certains certains spécialistes aujourd'hui de la philosophie de la technique, comme le premier philosophe à avoir pensé cette question. Et il a anticipé tout un tas de choses, et dans La Révolte des masses, on voit tout un tas d'éléments qui sont tout à fait actuels. De même, dans le thème de notre temps. Alors on va y revenir, évidemment, vous devinez bien David Uzal, mais je voudrais qu'on donne quelques repères à nos auditeurs qui justement brûlent de connaître José Ortega y Gasset. Il fut professeur
À Madrid. Oui, alors Ortega y Gasset, il y a une des raisons aussi de la confusion qui peut régner autour d'Ortega y Gasset, c'est qu'il est assez difficilement définissable. C'est ça qui en fait l'intérêt. C'est ça ce qui en fait l'intérêt, et c'est ça, on se rend compte qu'on a une mentalité qui aime ranger les choses dans des cadres très délimités, et Ortega y Gasset ne rentre dans aucun cadre. D'ailleurs, j'ai eu cette discussion avec les belles lettres, puisqu'il prépare une biographie d'Ortega y Gasset, et on m'a demandé de faire la partie sur Ortega y Gasset comme philosophe. J'ai dit, oh, mais Ortega y Gasset, c'est un philosophe. Et évidemment, j'ai vu qu'en face, des gens qui étudient Ortega y Gasset dans le cadre des études hispaniques vont l'étudier comme un homme public, comme quelqu'un qui a été journaliste, député, qui a voulu réformer l'Espagne, mais il est aussi professeur. Il a il reçoit une chaire de métaphysique à l'université centrale qui est aujourd'hui la Complutense à Madrid en 1912, et il va faire plusieurs séjours d'études, on pourrait dire en Espagne, en Allemagne, dont en particulier l'université de Marbourg, à l'école néo-kantienne d'Hermann Cohen. Donc il a quand même une formation philosophique très très profonde. Donc c'était un vrai philosophe dans le sens dur du terme. On peut dire que Ortega y Gasset, même s'il écrit pour les médias, il a une partie où c'est, si on peut dire qu'il y a la philosophie molle et la philosophie dure, pour faire un petit peu comme il y a en sciences, les sciences molles et les sciences dures, Ortega y Gasset a acquis toutes les bases et maîtrise parfaitement ce qu'on pourrait appeler la philosophie dure. Avec la volonté, David Husal, de sa part, de travailler au problème du temps. Là, je le paraphrase, je citais cette phrase tout à l'heure, notre devoir de travailler au problème du temps. Et vous allez plus loin. Vous dites, dans la préface du thème de notre temps, David, c'est l'homme qui voulut réformer et moderniser l'Espagne. Alors, Ortega y Gasset est essentiellement un réformateur très très jeune. On le voit dans ses premières correspondances. Il se rend compte évidemment que son pays est à la traîne en Europe, et c'est sa grande œuvre. On ne peut pas comprendre Ortega y Gasset si on n'a pas à l'esprit qu'il a voulu réformer l'Espagne. Il était porté par cette mission, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il rentre en Espagne. Il y a tout ce malentendu qui est puéril d'ailleurs lorsqu'il rentre en 1946 en Espagne. Il ne rentre pas en Espagne parce qu'il fait allégeance au franquisme, au contraire, il est tenu à l'écart par le franquisme, mais même si ce n'est plus l'Ortega y Gasset qui pendant un moment a cru, je pense dans les années 20, avec tout ce qu'il avait entrepris, il a cru il voulait la République juste avant que ne vienne, et très vite il va être déçu par la République espagnole, qu'il avait appelée de ses vœux et à laquelle il a participé comme député, et qu'il a provoqué aussi, il a provoqué la venue. Mais très vite il va être déçu par cette République. Mais Ortega y Gasset réforme l'Espagne, mais à tout point de vue, c'est-à-dire il fait venir Einstein en Espagne. Il est passionné par la physique, par la biologie, la sociologie. Et il se rend compte que son pays pâtit de certains défauts, de certaines caractéristiques qui l'empêchent d'évoluer. Alors il est d'abord très germanophile, et il va considérer que le modèle allemand, à bien des égards, est ce dont a besoin l'Espagne, ou du moins pour compenser. Il savait bien que les Espagnols n'allaient pas devenir des Allemands, c'était pas du tout son but, mais que les Allemands avaient surtout un sens de l'objectivité et de la profondeur. Et c'est ce qu'il reprochait aux Espagnols, c'est-à-dire un certain superficialité et surtout un subjectivisme exacerbé qui faisait que l'Espagnol, enfin l'âme espagnole, l'état d'esprit espagnol ramène tout à soi, ses particularismes, et c'est ce subjectivisme considéré qui empêchait une attitude objective, une attitude scientifique, parce que pour Ortega y Gasset, l'Europe se définissait entre autres par sa rationalité scientifico-technique, et c'est ce qui avait permis à l'Europe de faire ce bond en avant. Il est très européophile, on pourrait dire. L'Europe est très présente dans ses livres, en tout cas dans celui dont nous allons parler, le thème de notre temps. L'Europe est là. Hein. Oui, alors l'Europe est très présente parce que l'Europe, il ne s'agit pas tant de l'Europe comme une entité politique, même s'il appelait de ses vœux la création des États-Unis d'Europe. Il croyait encore que l'Europe pouvait mener le monde d'une certaine manière, et il écrit dans plusieurs de ses écrits, l'avantage de l'Europe, la caractéristique de l'Europe, c'est d'avoir été la première civilisation qui a tourné le dos à la tradition.
c'est-à-dire qui a regardé vers l'avant, et ceci évidemment sur la raison. À partir de la deuxième révolution de la raison, la première se fait avec Socrate et la deuxième avec Descartes. Donc Ortega a écrit beaucoup sur Descartes. On va y revendire, bien sûr. Il reconnaît cet immense effort qu'a été celui de l'Europe de s'émanciper d'une mentalité irrationnelle et donc fondée sur les mythes, sur la raison, sur tout ce qu'on voudra. Et c'est ce qui a donné à l'Europe cette grande force. Mais l'Europe s'est trouvée, prise au piège de son propre succès. C'est-à-dire que cette raison, qui est devenue une raison scientifique et technique, a produit à deux niveaux. Au niveau politique, a produit la démocratie libérale, avec des effets positifs et négatifs, mais certains effets ont conduit à ce qu'il décrit dans la révolte des masses, et a aussi engendré la révolution industrielle. Pour lui, il y a deux grands phénomènes du 19e siècle, c'est la révolution industrielle et la technique, ce sont deux thèmes qui sont réunis, puisque la révolution industrielle est possible par l'intermédiaire de la technique, mais pas par... il considère que c'est pas la technique qui va provoquer la révolution industrielle, mais l'apport de la société bourgeoise, du capital de la société bourgeoise. Bon. Le fait est que le résultat est que cette abondance produite par la société industrialo-technique va porter l'homme européen dans un état d'esprit où il va prendre pour naturel ce qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que toute cette abondance, tout ce bien-être, il va en oublier l'origine et il va se laisser aller, il va se relâcher, et il va oublier que tout ça est soutenu par un effort continu, qui a été progressif et qui a permis d'en arriver là, et surtout que c'est soutenu par une culture, par une civilisation. Et la culture européenne, la civilisation européenne se vide, et c'est ce dont il parle dans la révolte des masses, se vide de sa substance. L'homme européen se vide de sa culture et il est porté par un espèce d'enthousiasme, on pourrait dire aujourd'hui matériel, de consumérisme. Là, j'emploie des termes qu'il n'emploie pas. Il est porté par ce que lui a apporté la technique et l'industrie, et il se vide. Et donc, on a une Europe qui se vide de ses principes fondamentaux, et ça va entraîner un certain nombre de phénomènes, dont les phénomènes des années 20, les phénomènes de masse, qui pour Ortega y Gasset sont tout à fait caractéristiques de cet homme qui s'est vidé de sa culture. Alors nous allons y revenir, parce que ce livre est important, La révolte des masses, mais il faut d'abord parler, il a beaucoup écrit, Ortega y Gasset, on va s'arrêter sur 3 de ses livres. On va commencer avec le thème de notre temps, un livre publié en 1923, que vous allez donc traduit et commenter, introduit dans cette édition des Belles Lettres, et vous dites tout de suite que ce livre, le thème de notre temps, c'est le livre de la raison. Oui. Ortega y Gasset, en tant que philosophe, s'intéresse forcément à la raison. Il établit différentes phases de la raison. La première phase, qui naît avec Socrate, en réalité c'est avec Parménide, mais Socrate va porter la raison. Et la raison, quelque part, va dévitaliser l'homme. C'est-à-dire que la raison va se placer avant la spontanéité de l'homme. Il y a donc cette première phase qui est la phase socratique, qui va commencer à constituer un esprit occidental raisonnable, et il y a la deuxième phase qui est la phase de Descartes, où là la raison va continuer ce qu'elle avait commencé à l'époque de Socrate et dévitaliser l'homme, comme je viens de le dire, écarter l'homme de sa spontanéité, et Descartes considère que cette raison dévitalisée, il s'en prend à l'idéalisme ou grec ou allemand ensuite, fait que cet homme coupé de la réalité, de la vie, va créer un monde complètement utopique. Un monde utopique qu'il prend pour un monde réel, mais qui n'est pas un monde réel, et que le risque de cela, c'est que tout ce monde utopique puisse s'écrouler. Et qu'on en revienne au point de départ à une forme de barbarie. Et c'est pour ça que vous écrivez que la raison doit partir de la vie et revenir à elle. Oui,
Oui. La raison vitale, le ratiovitalisme dans le thème de notre temps. Le mot est important. Hein. Oui. Le ratiovitalisme, ça c'est un mot que Ortega y Gasset promeut dans son livre. Oui. Je pense même que c'est lui qui a fondé ce terme, raison vitale ou rationvitalisme. Ortega ne rejette pas la raison. C'est pas un vitaliste comme Nietzsche ou d'autres. Il ne rejette pas la raison. Il considère juste que la raison est un organe, et il le dit clairement, comme la respiration ou la digestion, et que la raison néanmoins doit être soumise à la réalité radicale. Il écrit David, oui. La raison pure ne saurait supplanter la vie. Ah non, voilà, c'est ça résume tout à fait. C'est pour ça la raison pure qu'a évidemment recherché Kant ou etc. Et la vie est la radicalité première. Ortega y Gasset est un penseur radical et je pense que là, il y a énormément de malentendus. Je pense que d'une manière générale, et ça partout, les gens lisent Ortega y Gasset avec une très grande superficialité. Ils ne se rendent pas compte de la profondeur de sa philosophie. Et sa philosophie est une sorte de philosophie dialectique. Et c'est-à-dire que tout est établi entre des équilibres et il y a, je dirais pas qu'il y a une dialectique entre la vie et la raison, puisque la raison est un des organes. La vie est au-dessus et la vie. Il ne s'agit pas non plus d'écarter la raison comme certains critiques l'ont fait à propos de l'œuvre d'Ortega y Gasset. Dire que la raison doit s'effacer devant la vie ne veut pas dire qu'il faut l'écarter. Ah mais non, un organe, c'est très clair. Et Ortega y Gasset est un philosophe de l'équilibre, c'est-à-dire il dira à un moment donné que d'être de gauche ou de droite, c'est faire preuve d'une espèce d'hémiplégie intellectuelle. Il ne dit pas que la gauche et la droite ne doivent pas exister. Ils disent de faire partie, de n'être que l'un, c'est manquer tout ce que l'autre a. Et ça, on retrouve à tous les niveaux de la pensée d'Ortega y Gasset. Et donc la vie est la radicalité première. Et qu'est-ce que la vie? C'est la rencontre du moi et de sa circonstance. Oui. D'ailleurs, il écrit « Je suis moi et ma circonstance ». Voilà, ça veut dire quoi, ça? Alors là-dessus, on peut dire que là, c'est la base sur laquelle s'échafaude toute la philosophie d'Ortega y Gasset. Toute sa métaphysique, toute sa conception du monde, de l'être, de toute son anthropologie. Comme je vous dis, chez Ortega, vous voyez, tout est dialectique. Il n'y a pas une chose en soi. Il n'y a pas le moi en soi. Il n'y a pas l'être en soi comme il y avait, chez Aristote. Le moi n'existe pas sans sa circonstance. Et il a beaucoup lu un biologiste, parce qu'il lit beaucoup, Jacob von Ueskiel, alors la prononciation, je ne sais pas si c'est correct, Ueskiel, du moins ça s'écrit comme ça, qui est un biologiste qui a considéré que les organismes vivants n'existaient pas en tant que simple organisme vivant, mais dans un environnement. Et pour Ortega, le moi n'existe pas sans sa circonstance, et de même la circonstance est reliée au moi. Donc il y a une espèce d'interaction constante. La circonstance, ça voudrait dire alors la génétique, l'environnement, dans toutes ses composantes. La circonstance, c'est tout ce qui, au moment présent, ne dépend pas de notre choix. Et il y a la circonstance biologique, la circonstance historique, la circonstance sociologique. Je dis historique, Ortega est étudié par certains, c'est un philosophe de l'histoire. J'ai pas encore mentionné, mais il a développé une philosophie de l'histoire. Et l'histoire fait partie de la circonstance. La circonstance, c'est, on pourrait dire, notre environnement, mais au sens extrêmement large du terme, c'est aussi la culture, notre éducation, ce que l'on porte en soi. Ce n'est pas juste l'environnement dans le sens de l'environnement naturel. C'est ça la circonstance. La circonstance est un concept clé de la philosophie d'Ortega y Gasset. Et il disait que lui, en tant qu'Espagnol, sa circonstance étant l'Espagne, il se devait de faire ce que sa circonstance, face à quoi sa circonstance l'avait mis. Il disait un philosophe en France ou en Allemagne peut se permettre de philosopher sur des choses universelles, tout ce qu'on voudra, parce que la circonstance du français ou de l'allemand faisait que le philosophe, mais lui en tant que penseur intellectuel espagnol, il devait il était amené à faire tout un tas de... Attention, quand je dis qu'il était réformateur, Ortega y Gasset considérait que l'intellectuel devait être un exemple.
Il considérait pas que l'intellectuel devait prendre forcément les choses en main, même s'il a voulu faire de la politique. Mais ça, justement, c'est Ortega comme politicien. Mais en 31, en 32, il arrête de faire de la politique et il va complètement se retirer à un tel point qu'il ne va faire aucune déclaration. Est-ce qu'on va lui reprocher de pas avoir pris position clairement contre le franquisme, entre autres lorsqu'il vient en 1936 en France. Revenons un instant au ratio vitalisme, David Husal. Donc la raison pure ne saurait supplanter la vie. Il va même plus loin. Il écrit « Il est donc nécessaire lorsqu'on philosophe de s'habituer à poser son regard sur le fait même de vivre. » Et la phrase continue ainsi, sans se laisser entraîner par son mouvement vers l'ultra-vital. Donc on revient toujours sur cette notion de vie, Oui. De désir même. Ah oui, alors le désir, il a une théorie des désirs. Hein. La théorie des désirs dont il parle dans La révolte des masses et la crise des désirs. C'est surtout la crise des désirs. Il considère que l'homme moderne, l'homme bourgeois, il utilise le terme bourgeois pas très souvent, mais de temps en temps. C'est-à-dire que c'est cet homme qui est el señorito satisfecho, le petit monsieur satisfait, n'a pas de désir. Par désir, attention, on parle pas des désirs premiers ou instinctifs. Non, il parle de ce qui permet de construire un programme vital. Alors c'est ce qu'il écrit. Oui. Il écrit dans Le thème de notre temps, le désir, la fonction vitale qui symbolise le mieux l'essence de toutes les autres, constitue une constante mobilisation de notre être vers ce qui le dépasse, sagittaire infatigable, il nous projette sans arrêt vers des cibles attrayantes. Oui, bah là, c'est joliment dit en plus. Ah oui, mais c'est ça. Alors il faut voir. Et j'invite les auditeurs à lire Ortega en plus parce qu'il est très agréable à écrire. C'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils écoutent cette émission, ils sont curieux et ils vont lire ensuite Ortega y Gasset. Oui, surtout que maintenant on commence à avoir des ouvrages à lui traduits en français. Et il est très agréable à lire. Ortega disait la clarté et la courtoisie du philosophe. Et donc, il écrivait extrêmement clairement. Et il faut voir que la plupart des livres d'Ortega n'ont pas été écrits comme des livres. Ce sont des articles de journaux. Et là, c'est un des autres éléments tout à fait curieux, particulier d'Ortega, c'est que c'est un philosophe, mais qui en réalité n'écrit pas vraiment pour ses pairs et n'écrit pas non plus pour un public de philosophes. Il écrivait pour ce qu'il considérait une classe moyenne éclairée. Il considérait que, et là, c'est là où on sent, comme vous l'avez dit, il a été professeur, mais il avait ce sens didactique très fort. Il considérait qu'un peuple s'élevait, un peuple devait être constamment éduqué. Que c'était d'ailleurs l'une des obligations de la démocratie libérale, et ça, on l'oublie, je pense, très souvent, que l'une des obligations de la démocratie, c'est pas juste des institutions électorales, c'est une obligation constante d'éduquer. Et dans des journaux, il vient d'une famille qui possède des journaux en Espagne, donc il a écrit dans ces journaux et dans d'autres journaux, en Espagne, El Sol, en Argentine, La Nación, etc. Donc il écrit des articles, et c'est vrai que lorsqu'on lit ces articles, on se dit quand même c'est assez fantastique qu'un philosophe comme ça s'adressait à la population en général sur tout type de thèmes. Il s'intéresse à tout ce qui est humain, on pourrait dire. Il va écrire sur l'amour, il va écrire sur l'art, il va écrire sur la chasse, il écrit sur énormément de sujets. Idée, la parole à ceux qui pensent le monde. Alors, nous avons abordé le thème de notre temps, ce livre écrit en 1923. Il nous faut, vous avez commencé à le faire, David Husal, parler maintenant de La révolte des masses, qui est sans doute le livre dont on parle le plus chez ceux pas assez nombreux encore qui s'intéressent à Ortega y Gasset. La révolte des masses, livre publié en 1930, donc quelques années plus tard.
où là, il analyse la société de son époque, mais les échos de son livre résonnent encore aujourd'hui plus que jamais, où là, il fait une distinction entre ce qu'il appelle l'homme minorité et l'homme masse. Il faut expliquer sa thèse. Oui, je vais expliquer. Alors, désolé, je me rends compte que j'ai pas suivi votre... C'est pas grave, c'est une discussion, une conversation libre. Le thème de notre temps, et on considère que le thème de notre temps est une œuvre de maturité d'Ortega y Gasset. Donc, on a toute cette question de la raison qui rejoint la révolte des masses. C'est-à-dire que les deux livres sont liés puisque les masses, ce phénomène de masse tel qu'il est décrit, naît du fait de cette raison qui va se dévitaliser, de cette raison qui va devenir scientifique et technique, etc. Donc, il y a un lien direct entre le thème de notre temps, qui est la réforme de la raison, c'est le grand thème de notre temps, et la révolte des masses. Donc ce sont deux livres qui peuvent se lire et qui devraient se lire parfaitement bien. D'ailleurs, j'écoutais l'autre jour une conférence d'un des grands spécialistes d'Ortega en Espagne qui disait « C'est dommage qu'il ait appelé son livre « La révolte des masses » parce qu'il dit beaucoup plus de choses que ce que pourrait induire, disons, ce titre. Je sais pas, il a choisi ce titre, mais c'est vrai que dans la révolte des masses, il dit beaucoup plus que ça. Et il parle effectivement de la question des minorités et de la majorité. Quand je vous parlais d'Ortega comme dialecticien, il y a une dialectique dans tous les éléments de la philosophie d'Ortega. On retrouve une dialectique. Et il y a une dialectique entre la minorité et la majorité. Et c'est de cette dialectique, à partir selon comment va s'établir cette dialectique, et ça varie selon les périodes de l'histoire, selon les peuples, et c'est ce qui fait qu'il y a tout un tas de civilisations, et on pourrait dire que le degré, selon Ortega, le plus haut de la civilisation, ce degré où l'on se dépasse constamment, où on essaye de s'élever constamment, c'est là où la minorité choisie ou d'excellence remplit pleinement son rôle. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de masse. La masse, telle que l'a décrit Ortega, est ce qui n'est pas la minorité, c'est la majorité qui a perdu, disons, la minorité, ou lorsque la minorité décide de ne plus remplir ses fonctions. Et les deux sont liés. Il faut expliquer, David Duvizal, sur quoi se fonde ce critère d'excellence de la minorité. C'est une excellence en matière de réflexion, de dépassement de soi. Il ne s'agit pas du tout d'une élite, je ne sais pas, fondée sur l'argent ou sur des oui, choses alors de ce c'est genre. pareil, le terme élite, le terme élite c'est comme vous savez, ces termes élite, démocratie, égalité, ce sont des termes qui sont tellement confus que je dirais qu'il est quasiment impossible d'en parler sans définir clairement, dire qu'est-ce que l'on veut dire par élite, parce qu'aujourd'hui on entend élite et on pense à l'oligarchie qui je sais pas, c'est cette poignée de personnes qui contrôlent le monde financièrement. Non, l'élite d'Ortega. Alors, il faut voir que masse ou ou minorité, ce n'est pas une question. Ce sont pas des classes sociales. Vous pouvez être quelqu'un qui fait partie de l'élite politique, économique d'un pays et avoir un esprit masse. Il écrit extrêmement clairement et il faut le rappeler parce qu'il faut pas qu'on tout d'un coup on se crée une image de Ortega y Gasset en train de parler des élites et qui seraient les puissants et les riches et des masses qui seraient les pauvres. C'est important de le signaler. C'est très important parce que sinon on part dans des préjugés qui sont réducteurs. Non, l'élite ou l'homme non masse, c'est celui déjà qui se remet en question. Ça, c'est un des critères. C'est-à-dire que, quelle que soit la personne, et il le dit très très clairement, une personne qui est autosatisfaite, l'autosatisfaction est l'une des caractéristiques de l'homme masse. À cet égard, on pourrait dire que le bourgeois est beaucoup plus homme masse que peut-être je sais pas, si on devait, d'ailleurs ce serait très intéressant, si on devait considérer si le phénomène, alors je veux pas rentrer dans cette discussion, mais des gilets jaunes, est-ce que les gilets jaunes sont masse
ou est-ce qu'ils sont la minorité d'excellence? Ce serait très intéressant et on pourrait établir un débat dans lequel il y aurait des arguments dans un sens et dans l'autre. Il définit, José Ortega y Gasset, l'homme masse à plusieurs reprises dans son livre, évidemment, et il a notamment cette définition. Il s'agit d'un type d'homme essentiellement fermé, hermétique, qui ne s'ouvre véritablement à aucune instance supérieure. Oui, ça c'est une caractéristique, c'est-à-dire que l'homme masse a tellement reçu qu'il considère que tout lui est dû, qu'il est né avec tout un tas de droits et qu'il n'est obligé à rien. Et ça génère un type d'attitude, d'autosuffisance, de manque de curiosité. Et quand il dit qu'il se renferme sur lui, c'est que il dit autrefois le peuple avait un sentiment, il pouvait être en désaccord avec ceux qui dirigeaient son pays, etc., ou tout un tas de choses, mais avait un sentiment une espèce de retenue. Il savait qu'il ne détenait pas forcément tous les éléments pour connaître, pour juger des choses. Alors que l'homme masse aujourd'hui se considère être quasiment omniscient. Non seulement il n'entend... l'enfant gâté ingrat qui ne reconnaît pas la dette du passé. Exactement. Alors, enfant gâté et ingrat. L'ingratitude est un élément qui revient très souvent chez Ortega. L'homme masse est ingrat. Il pense que tous les conforts dont il dispose. Il dit aujourd'hui une personne de la classe moyenne, ou même, enfin, il parle à son époque, vous voyez, dans les années 20, dans les années 30, une personne de la classe moyenne a plus de confort que n'en avait Louis XIV. Je sais pas s'il dit Louis XIV ou un roi d'autrefois, mais je crois qu'il dit Louis XIV. Mais il n'a aucune gratitude. Il ne connaît d'ailleurs pas, ne sait pas comment sont produits ceux dont il dispose. Bon là, c'est ça rejoint un peu sa philosophie de la technique où il parle clairement de ce problème, le fait que l'homme masse ne voit plus les fabriques, ne voit plus les... Et il dispose de tout un tas d'objets, donc il est ingrat par rapport à tout ce qu'il a, non seulement matériellement, mais aussi de toutes les libertés, de tous les droits dont il dispose. Il ne s'en rend pas compte, il a oublié, il est ignorant aussi, puisqu'il est tellement autosatisfait qu'il ne conçoit pas qu'il ait à apprendre. Il n'a aucun sens de l'autorité, c'est-à-dire dans le sens qu'il existerait des entités ou des personnes qui pourraient lui apprendre des choses. Donc il est complètement hermétique à toute notion de devoir tout d'un coup s'asseoir et écouter quelqu'un qui va peut-être l'éclairer plus qu'il ne l'est. Dites-moi, ça a des résonances d'évidence contemporaine, ce que vous dites, est-ce que c'est ce qu'écrivait José Ortega y Gasset? Oui, je dirais que quelque part, si Ortega y Gasset a été un peu, enfin en France, mis à l'index, on pourrait dire. On peut dire qu'il a été mis à l'index. Quelque part. Rares sont effectivement les intellectuels qui l'ont cité ou qui en ont parlé. Raymond Aron, peut-être. Oui. Hannah Arendt, Ellul aux États-Unis. Alors, dans le monde anglo-saxon, il y a Christopher Lasch qui a écrit La révolte des élites, un peu pour répondre à Ortega y Gasset sur la révolte des masses. Mais la révolte des masses, c'est un livre extrêmement actuel. C'est-à-dire que vous pouvez le lire. Alors, il peut y avoir des exemples, il y a toujours peut-être quelque chose qui sont un peu anachroniques ou qui sont un petit peu dépassés, comme chez tous les philosophes, et un livre extrêmement actuel. Et non seulement extrêmement actuel, que je conseillerais à beaucoup de lire. Parce que, d'évidence, l'existence des hommes masses pose un problème de civilisation. C'est ce qu'il écrit aussi, Ortega y Gasset. Il dit, la civilisation est avant tout la volonté de vivre en société. Comment vivre en société avec des hommes masses? Pose avant tout un problème de civilisation, c'est que c'est le grand péril qu'amène l'homme masse, c'est la destruction de la civilisation. Et pour Ortega y Gasset, la civilisation européenne, elle se tient grâce à, quelque part, la technique et les fruits de la technique. Sans les fruits de la technique, la civilisation européenne, quelque part, elle s'écroulerait puisqu'elle se vide. Elle se vide, et si il renaissait aujourd'hui, je pense que Ortega y Gasset, il retournerait là où il est, parce que ce qu'il anticipait et aujourd'hui a atteint des proportions qui sont d'une évidence absolue. Y compris d'ailleurs ce qu'il appelle le spécialisme.
Ah, le spécialiste. Alors ça, c'est un des autres traits de l'époque du spécialiste. Le spécialiste est celui qui a acquis certaines connaissances et qui alors, le spécialiste a deux caractéristiques. La première, c'est que la connaissance est telle aujourd'hui qu'il est impossible pour qu'une personne puisse avoir accès à toute la connaissance. Comme ça a été, on pourrait dire, jusqu'au début du 19e siècle, une personne pouvait très doué, mais pouvait avoir accès à toute la connaissance. Aujourd'hui, même en médecine, vous devez vous spécialiser dans un secteur très précis. Donc, le spécialiste, qu'est-ce qui se passe ? Alors, Ortega reconnaît le fait que, évidemment, la connaissance étant ce qu'elle est, on ne peut pas tout savoir. Mais le spécialiste va se couper du reste de la connaissance. Et d'ailleurs, il écrit un livre, Réforme de l'université. Ortega s'est énormément intéressé à la question de l'éducation, à la réforme de l'université, dans laquelle il considérait que le grec, les matières littéraires, etc., devaient être enseignées parce que sinon, on allait former des ingénieurs qui seraient des personnes qui seraient complètement coupées des questions humaines, de la réalité humaine et de la vie en conséquence. Dommage, David Uzal, que José Ortega y Gasset ne soit plus parmi nous, parce que là, il écrirait des livres quasiment tous les mois pour dénoncer cette société qu'il avait vu arriver. Vous savez, Ortega y Gasset souffrait à son époque, et je pense que s'il revenait aujourd'hui, la souffrance serait pour lui bien trop grande, car tout ce qu'il a prédit, tout ce qu'il a vu en germe ou en manifestation s'est avéré vrai et s'est démultiplié et a pris des proportions quasiment aberrantes à certains égards. Quand on voit la culture de masse est une manifestation de l'homme masse. Et Ortega y Gasset ne parle pas encore de culture de masse, mais il commence à anticiper. Et je pense qu'il aurait beaucoup de mal aujourd'hui, mais en même temps, on peut mettre sur la table aujourd'hui de la pensée, du monde intellectuel, de la réflexion, et les œuvres d'Ortega y Gasset, dont évidemment la révolte des masses, le thème de notre temps, et il y a un certain nombre d'œuvres qui seraient bien aussi connus en français. Il faut que nous parlions aussi des méditations sur la technique, mais je voudrais citer Ortega y Gasset dans son livre La révolte des masses. Aujourd'hui, les masses croient qu'elles ont le droit d'imposer et de donner force de loi à leur lieu commun de café et de réunion publique. Ça dit aussi quelque chose. Et cette phrase vraiment générale, la caractéristique du moment, c'est que l'âme médiocre, se sachant médiocre, a la hardiesse d'affirmer les droits de la médiocrité et les impose partout. Oui. Là, je pense qu'après ça, tout est dit. Tout est dit. Je pense vraiment à l'époque actuelle. Tout est dit. C'est-à-dire que la médiocrité, quand vous voyez la télé-réalité, par exemple. La télé-réalité, c'est la médiocrité qui s'observe à elle-même et qui impose en plus cette médiocrité, puisque vous avez l'audimat, vous avez malheureusement, apparemment, ces émissions, moi je vois dans certains pays en Amérique du Sud, vous savez, c'est au Brésil par exemple, les émissions de télé-réalité, le pays s'arrête pour savoir qui va être élu, qui va être viré ou pas de la maison. Et c'est là où on a la médiocrité qui se satisfait d'elle-même. La personne qui n'a pas de grandes compétences et qui prend conscience de sa médiocrité et qui l'accepte, n'est plus homme de masse à partir du moment où il prend conscience. La personne qui est brillante, mais qui se remet pas en question et qui se satisfait et qui va jouer le jeu, qui va avoir cette lâcheté et cette lâcheté des élites, je pense que c'est quelque chose qui est assez caractéristique de notre temps. Je pense qu'aujourd'hui les élites sont extrêmement lâches et ne remplissent pas leur rôle. Encore à l'époque d'Ortega, il y avait, je pense, les élites pouvaient encore faire preuve d'un certain panache. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement rare. Voilà ce qu'il écrit. La désertion des minorités dirigeantes se trouve toujours au revers de la révolte des masses. Oui. Alors, il y a un jeu. L'un vient avec l'autre. Ce qui va engendrer la période des masses, comme je vous l'ai dit, ce sont les révolutions du 19e siècle, révolutions industrielles et techniques, enfin techniques et industrielles ou industrielles et techniques, et tous les droits qui viennent avec la démocratie libérale. Attention, Ortega y Gasset est un fervent, partisan de la démocratie libérale. Il ne condamne pas la démocratie libérale. Il dit juste que ça crée des conditions particulières dans lesquelles, entre autres, cette sensation d'avoir des droits innés, alors que les droits ont été chèrement acquis,
et d'en demander d'autres dans un processus infini, quelque part, et ça c'est quelque chose de très visible aujourd'hui, d'une exigence de droit et d'un abandon total des obligations. C'est ce qu'il appelle le snob. Vous savez, snob, ça veut dire senza nobilité. Les S, c'était une abréviation qui avait écrit, qui est née en Angleterre, je crois, où les gens où la bourgeoisie entretenait des liens assez proches avec la noblesse, et donc quand vous aviez des bourgeois qui n'étaient pas nobles, on mettait senza nobilité, donc snob. Sans noblesse, oui. Sans noblesse. Ouais. Ça veut dire sans noblesse, et la différence entre la classe bourgeoise et la classe aristocratique était que noblesse oblige, comme on dit, l'aristocratie avait des obligations, alors que la bourgeoisie n'en a aucune. Enfin, la classe, le type d'homme qui suit l'ancien régime n'a aucune obligation. Et l'homme masse ne se sent aucune obligation vis-à-vis de quiconque. Donc, évidemment, il devient extrêmement difficile de concevoir une société où les personnes considèrent qu'ils n'ont aucune obligation et ils n'ont que des droits. Et c'est pour ça qu'ils parlent de l'enfant gâté. C'est-à-dire que l'enfant gâté qui fait constamment des crises parce que il veut de nouveaux droits ou de nouveaux ceci, cela. Alors, on va terminer, David Uzal, cette émission en parlant de José Ortega y Gasset, méditant la technique. En quoi a-t-il apporté quelque chose de singulier dans sa réflexion sur la technique? Je rappelle que grâce à vous, ont été publiés chez Alia Méditation sur la technique de Gasset. Oui, alors, dans La révolte des masses, il y a un chapitre consacré à la technique, je crois que c'est le chapitre 9. Tout ça, c'est de la même manière que le thème de notre temps, qui est la réforme de la raison. Il considère que c'est le grand thème de notre temps. D'ailleurs, l'autre jour, vous avez eu quelqu'un qui s'appelle Jean-François Bronstein, je crois, oui, et qui a écrit la philosophie devenue folle. Oui, et là, on voit tout à fait, Ortega ne rejette pas la raison. Il considère que la raison, justement, doit être réformée parce que sinon on va la perdre. On va perdre la raison. Et ça, c'est tout à fait intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans les grands campus américains, on a l'impression qu'ils ont complètement perdu la raison. Et quand on voit ce qui s'y passe, on est complètement dans l'irrationnel total. Et d'une manière générale, on tend vers une irrationalité qui est même inquiétante. Et donc tout est lié. La raison est liée à la question des masses. La question des masses est liée à la question de la technique. Et ce livre n'était pas destiné à être un livre. Ce sont des cours qu'il a donnés à l'université d'été de Santander et ce qu'il appelle des éditeurs pirates. Et c'était vraiment des éditeurs pirates au Chili. On pris après c'est sorti comme sous forme d'article, mais et on reprit ça et on en fait un ouvrage. Et lui s'est senti obligé donc de publier Méditation sur la technique en disant que ce n'était qu'une ébauche de sa pensée de la technique. Un livre publié en 1933, donc on a avancé de quelques années par rapport aux deux livres précédents. Oui. Et il dit que ce n'est qu'une ébauche de sa pensée sur la technique et on regrettera qu'il ne soit pas allé plus loin. Bon, il y a les événements de la guerre, il s'exile et on peut vraiment le regretter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sa méditation sur la technique est inclue dans son ouvrage sur la sociologie, qui est El hombre y la gente o ensimismarse, rentrer en soi-même. La technique est inhérente à l'homme. C'est-à-dire, il n'y a pas un homme sans technique. Et ça, c'est très important tout de même de le préciser, et qu'il y aurait une espèce d'homme qui serait un homme naturel, et puis il y aurait tout d'un coup la technique qui viendrait s'imposer à lui ou s'incorporer à lui. Non, l'homme, et il le dit, sans homme, il n'y a pas de technique. C'est la première phrase de son livre. Sans la technique, l'homme n'existerait pas et n'aurait jamais existé. Exactement. Alors là, dès le début, c'est très clair. L'idée qu'on pourrait s'imaginer un homme sans technique est complètement absurde. Pourquoi ? Il va au zoo et il remarque que les singes sont constamment stimulés par leur environnement. Les singes ou n'importe quel autre animal. C'est-à-dire que l'animal n'a pas le temps de rentrer dans un travail d'abstraction, d'introspection, de ce qu'il appelle ensimismarse. Alors que l'être humain a cette capacité de pouvoir s'extraire un petit moment de la stimulation constante de son environnement, des dangers qui l'assaillent ou de diverses stimulations, et dans cet espace intérieur, il peut élaborer son plan, son programme vital. Le programme vital aussi est un concept essentiel, et le programme vital peut être individuel, et il est individuel, et il est aussi collectif. Et l'une des caractéristiques d'ailleurs de l'homme masse, c'est qu'il n'a pas de programme
vital. Et s'il n'a pas de programme vital, c'est qu'il n'a pas de désir. Et s'il n'a pas de désir, c'est qu'il est médiocre et il n'est pas capable de se projeter dans... il faut qu'il y ait des désirs collectifs qui soient établis. C'est une des fonctions des minorités choisies, disons, d'excellence. Et l'homme s'abstrait, il rentre en lui-même, il établit un programme vital, et pour mettre en pratique ce programme vital, il va devoir modifier son environnement, car l'homme vit dans un environnement qui lui est hostile. Et là, Ortega y Gasset considère que l'homme ne s'adapte pas à son environnement. Et là, il va à l'encontre des théories biologiques, disons, d'inspiration évolutionniste, c'est-à-dire que l'homme serait le résultat d'une adaptation à son environnement. Et Ortega y Gasset dit non, l'homme n'est pas le résultat d'une adaptation à son environnement. L'homme est justement différent des autres créatures qui existent dans la nature, puisque lui, si quelque chose ne le satisfait pas, il va essayer de le modifier. Et il ne peut le modifier qu'à travers la technique. Il faut comprendre la technique des outils, la technique des machines, mais aussi la technique, c'est le langage. La technique est beaucoup plus que simplement des outils ou des machines. Et donc l'homme va modifier son environnement, et par étapes successives, et c'est là où la gratitude est importante, car c'est un exercice extrêmement difficile qui a pris des siècles et des millénaires. Il va créer une circonstance qui lui convienne. Donc pour lui, la technique n'a rien d'inquiétant. Absolument pas. Non seulement la technique n'a rien d'inquiétant, de toute façon, l'homme n'existerait pas sans technique. Il n'y a absolument rien d'inquiétant dans la technique. Par contre, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est dans ce que peut produire la technique, c'est-à-dire la destruction de la civilisation. Lorsque la technique crée un état de bien-être tel, crée une circonstance telle que l'homme perd le rapport à la réalité. Et la réalité, c'est pas l'environnement que la technique a créé, c'est tout ce qu'il y a derrière cette création, cet environnement. Et c'est ce détachement d'avec l'histoire, cette ingratitude vis-à-vis de l'histoire, ingratitude vis-à-vis d'autrui, qu'est le danger. Puisque l'homme masse résulte de la technique. Donc la technique en soi n'est pas dangereuse, mais ses conséquences peuvent l'être. Merci David Uzal. Nos auditeurs ont remarqué la passion que vous mettez à défendre l'œuvre de José Ortega y Gasset. Vous êtes son meilleur avocat contemporain en France. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ce philosophe espagnol. Alors il faut lire Le thème de notre temps. Vous avez préfacé ce livre, publié dans la Bibliothèque classique de la liberté aux éditions Les Belles Lettres. Tout comme il faut lire évidemment La révolte des masses dans la même collection chez le même éditeur, et également Méditation sur la technique, publié là cette fois aux éditions Alia. 3 livres qu'il faut lire d'urgence pour bien comprendre l'écho qu'a ce philosophe aujourd'hui, qui, on l'a compris, qui est un écho important. Merci David. Merci à vous. Vous avez donc publié ces livres. Grâce à vous, on le connaît davantage, Ortega y Gasset, et vous continuez à travailler avec votre doctorat. Vous reviendrez en parler. J'espère qu'on aura d'autres livres à traduire, d'autres livres à présenter. Je sais qu'une biographie se prépare aux Belles Lettres. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, et ça nous a intrigués, et on en reparlera si l'on peut dans cette émission. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: idée au pluriel @rfi.fr. Je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.